liftoff. Shuttle mission and it has cleared the tower. La navette spatiale Challenger a décollé ce matin à 11h38 avec un délai de 2 heures causé par une accumulation de glace sur la rampe de lancement, défectuosité d'un appareil secondaire au sol. Au début, le vol semblait tout à fait normal. La navette a effectué son roulis habituel qui devait la mettre en bonne position sur son ascension vers un premier orbite. Puis, le commandant de bord, Francis Dick Sobey, a réduit l'accélération à 65% de la puissance maximale des moteurs, ce qui était prévu. Rien n'indique à ce stade que la NASA ou les astronautes Mais lorsque la navette se trouva à plus de 5000 nautiques d'altitude et que sa vitesse avait atteint 2000 km à l'heure, la NASA donna l'ordre au commandant Sobey d'augmenter la poussée des moteurs au maximum. Challenger, go at throttle up. Et c'est quelques instants plus tard que s'est produit la catastrophe. C'est donc 75 secondes seulement après le décollage, au moment où les réservoirs de carburant sont presque pleins, que l'explosion dévastatrice s'est produite. L'enregistrement rejoué au ralenti semble démontrer que des flammes sont d'abord apparues à la base de la navette spatiale, du côté d'un de ces deux fusées latérales, et que l'explosion s'est ensuite propagée au réservoir principal de la navette contenant 1 demi-million de livres de carburant liquide. L'explosion dévastatrice engloba complètement Challenger, qui disparut dans une boule de flammes. Mais les deux fusées d'appoint latérales de la navette ont continué leur chemin, leur carburant solide n'étant pas épuisé. On les voit s'échappant de part et d'autre à l'avant de la déflagration. Aucun autre signe de la navette spatiale n'a été vu après l'explosion, qui a continué pendant de longues secondes à plus de 5000 nautiques d'altitude. On a cru un instant en voyant ce parachute qu'un des membres d'équipage dont l'enseigne Christa McAuliffe avait pu échapper à la catastrophe. Mais les astronautes n'avaient pas de siège éjectable et on a vite compris qu'il s'agissait plutôt d'un membre d'une équipe de secours qui tentait de se rendre à l'endroit où les premiers débris sont tombés. Mais sur les lieux où les débris continuaient à tomber longtemps après l'explosion de Challenger, on ne retrouva aucun signe de vie. Et cet après-midi, le directeur du Johnson Space Center confirma officiellement que les 5 hommes et 2 femmes de l'équipage étaient morts. Quant aux causes de l'accident, il a souligné que la NASA n'arrivera à aucune conclusion avant que toutes les données ne soient analysées. We will not speculate as to the specific cause of the explosion based on that footage. It will take all the data, careful review of that data, before we can draw any conclusions on this national tragedy. M. Moore a indiqué qu'il avait créé un comité intérimaire d'enquête qui sera suivi dans un bref délai d'une pleine commission d'enquête qui se chargera de trouver les causes de cet accident, le pire de toute l'histoire de l'exploration spatiale. Charles Tisser, à Montréal. Eh bien, Charles Tisser est maintenant avec nous en studio. Charles, les causes ne sont pas connues, mais il y a des hypothèses qui ont été émises. Oui, certains spécialistes qui ne sont pas avec la NASA, des spécialistes indépendants interviewés par les médias, ont spéculé que probablement, possiblement, le problème aurait été causé à la base de cette fusée latérale d'appoint contenant du carburant solide et que des gaz se seraient d'abord échappés à la base, que ces gaz ensuite seraient devenus des flammes, que ces flammes se seraient propagées au réservoir principal de la navette spatiale contenant tout ce liquide explosif et que c'est ce réservoir qui a explosé, causant l'immense détonation qui a détruit la navette spatiale. Est-ce que la glace aux cuillères des fusées ce matin serait une cause, pourrait être une cause également? On se pose la question, les spécialistes ne savent pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ces fusées solides, en général, sont réutilisées. Ce n'est probablement pas la première fois qu'elles sont utilisées pour envoyer Challenger ou Columbia dans l'espace. On doit les récupérer, on ne sait pas si elles ont été récupérées encore, et lorsqu'on les aura récupérées, si c'est le cas, on pourra les analyser pour voir si la glace a joué un rôle ou s'il y avait une autre cause. Alors répétez-nous, en se servant de cette maquette, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est cette fusée contenant du carburant solide qui aurait connu un problème à la base, dans la région des moteurs. Et ce début d'explosion se serait propagé au réservoir principal qui aurait ensuite explosé, détruisant la navette et tuant les astronautes. Charles Tisser, merci beaucoup. Il s'agit, on le répète, du pire accident de l'histoire spatiale américaine et même mondiale. 7 victimes, 6 astronautes et une civile. Claude Gervais nous les présente. Voici la photo de famille des membres de cette 25e mission d'une navette spatiale américaine. 5 hommes et 2 femmes, moyenne d'âge de 39 ans, 6 professionnels bardés de diplômes, dont 2 membres actifs de l'armée de l'air et de la marine et une civile enseignante au New Hampshire.
Francis Sobey, à 46 ans, était le commandant de Challenger. Il était avec la NASA depuis 8 ans. Judith Resnick, 36 ans, était l'une des 3 spécialistes de Challenger. Krista McAuliffe, 37 ans, enseignait l'anglais et l'histoire et était la première civile à monter à bord d'une navette, à part un homme politique. Ellison Onizuka, originaire d'Hawaï, était aussi lieutenant-colonel dans l'armée de l'air. Gregory Jarvis, lui, était le spécialiste de la soute de Challenger. Ronald McNair, à la NASA depuis 1978, était spécialiste de mission. Et Michael Smith, commandant de la US Navy, lui, pilotait le Challenger. Des 7 victimes, une en particulier avait fait l'envie de tous et de toutes. Je parle ici de Krista McAuliffe, qui avait été choisie parmi 11 000 candidats du monde de l'enseignement. Love you. All right. I'll see you later, alligator. Avant de quitter sa famille, McAuliffe avait pris une assurance vie de $1 million. Elle fut apparemment la seule à se prévaloir de cette assurance exceptionnelle. C'est la pire catastrophe de l'histoire des vols spatiaux, mais pas la première. 4 Soviétiques ont péri dans de tels accidents et 3 Américains. Ce dernier accident s'est produit en janvier 1967. Rodrigue Bérubé a préparé ce qui suit. 27 janvier 1967. L'équipage d'Apollo 1 se prépare en fonction du lancement dans l'espace prévu pour le mois suivant. Au cours de l'entraînement au sol, pendant une répétition du compte à rebours, un court-circuit provoque un incendie à bord de la capsule. Composée d'oxygène pur, l'atmosphère du vaisseau s'embrase aussitôt, ne laissant aucune chance aux 3 occupants de la cabine, Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee. À l'époque, la mort des 3 astronautes fut qualifiée de gaffe stupide par la presse des États-Unis. Elle eut en tout cas comme conséquence de retarder d'1 an le début des vols habités Apollo, qui ne reprirent qu'en mars 68 et culminèrent, on s'en rappelle, avec l'alunissage du premier vaisseau habité le 20 juillet 1969. 4 autres astronautes américains ont péri à l'entraînement dans des écrasements d'avions. À la suite de cette tragédie, le président Ronald Reagan a décidé de reporter d'1 semaine le discours sur l'état de l'Union qu'il devait prononcer ce soir devant le Congrès. Il y a 1 heure, visiblement ébranlé, le président américain s'adressait au peuple américain et particulièrement aux familles des 7 astronautes. Vantant le courage et la détermination des 7 victimes, le président Reagan a souligné que malgré la cruauté d'une telle tragédie, le programme spatial américain devait aller de l'avant. Aux communes, cet après-midi, les députés canadiens ont observé 1 minute de silence à la mémoire des 7 astronautes. Un peu plus tôt, le premier ministre Brian Mulroney avait exprimé les condoléances du peuple canadien. Je viens tout juste de le voir, j'étais au Conseil des ministres. On me transmis une note. J'ai avisé mes collègues et j'ai sorti, puis j'ai vu sur cassette la tragédie, puis j'étais profondément bouleversé, attristé. Et je tenais en votre nom et au nom de tous les Canadiens de transmettre nos regrets, nos condoléances les plus sincères auprès de l'administration, des familles, des éprouvés par cette tragédie. Par ailleurs, la Commission canadienne de la sécurité aérienne est d'avis qu'une bombe est à l'origine de la tragédie du Boeing d'Air India qui a fait 329 morts le 23 juin dernier. Mais dans le rapport qu'elle a déposé devant la commission d'enquête sur la tragédie à New Delhi, elle demeure critique à l'endroit d'Air India et de son agence de sécurité, rapporte Guy Gendron. L'analyse des débris du Boeing 747 d'Air India retrouvé au large des côtes irlandaises démontre, selon la Commission canadienne de sécurité aérienne, qu'une explosion s'est produite dans la soute avant de l'appareil. L'avion se serait brisé en 2 avant de s'abîmer en mer avec quelques-uns de ses passagers encore vivants au moment de l'impact. La source de l'explosion, une bombe embarquée à Vancouver sur un vol de CPR en direction de Toronto par un citoyen d'origine sikh, au même moment d'ailleurs qu'une autre bombe sur un autre vol de CPR en direction de Tokyo, celui-là, et qui a explosé dans l'aéroport japonais, faisant 2 morts. Mais ce qui n'a fait qu'aggraver les choses, selon le rapport, c'est que le filet de protection tissé par Air India et son agence de sécurité Burns International avait de trop grosses mailles. Non seulement le système de vérification des passagers n'a pas fonctionné, mais les gardiens étaient mal formés et mal équipés.
En effet, après que l'appareil à rayon X servant à vérifier les bagages lors du transfert à Toronto soit tombé en panne, les agents de sécurité auraient fouillé ce qui restait de bagages avec un détecteur portatif comme celui-ci, alors qu'on savait déjà très bien qu'il peut repérer une pièce de métal, mais pas une charge de plastique. Tant Air India que Burns se refusent à tout commentaire. Guy Gendron à Toronto.